Comment aider les Gazaouis? La société civile s'est emparée de cette question avec des manifestations. On l'a vu dans les titres, des marches aussi. Une caravane pro-palestinienne est partie de Tunis. Une marche internationale devait rallier l'Égypte ce dimanche. Le premier convoi a été bloqué en Libye. Les autres à la sortie du Caire. Comment expliquer ce blocage? Est-ce que c'est lié aux intérêts économiques, diplomatiques des pays arabes? On en débat avec les invités de 64 minutes. Bonsoir Yasmina Asrargis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je vais le dire tout de suite, chercheuse spécialiste des accords d'Abraham et des normalisations israélo-arabes à l'université de la Sorbonne Nouvelle, membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et nous sommes en direct avec François Dubuisson. Bonsoir, vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles et vous faites partie de l'association Jurdi, juristes pour le respect du droit international. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des militants venus du monde entier, je vous le disais, s'étaient donné rendez-vous au Caire pour rallier Rafah. On voit cette carte, voilà ce qu'ils voulaient faire, mais ça n'a pas été possible. Beaucoup ont été bloqués en Égypte, expulsés même, 200 arrestations le 12 juin dernier. Vous voyez ces témoignages recueillis par Benjamin Béraud. Il était plus de minuit, j'étais moi déjà sur place, ça faisait le 4e jour, dans l'hôtel. La police m'attendait, 3 camarades avaient déjà été retenus. On m'a isolé du groupe, on m'a mis dans une camionnette et on a été affecté au centre de rétention de l'aéroport. Je suis arrivée donc par le vol de nuit le 12 à 3h30. Un autre avion est arrivé quelques minutes avant et on a tous, il me semble, tous les Français, surtout d'origine maghrébine, ont été détenus. Tant que tu n'uses pas de force, voilà, on t'ignore, on ne te donne pas d'explication et puis on te reconduit. Et si tu essayes de résister, au départ ils te calment et après ils ont eu recours à la force, notamment pour une Française dont l'épaule a été déboîtée ce matin. Et certains ont demandé à parler à leur avocat, d'autres ont réclamé l'ambassade, etc. Et en fait, il n'y avait aucune écoute. Le ministère des Affaires étrangères a fait comme si nous n'existions pas et qu'ils fassent la démonstration du contraire. Alors notre journaliste Benjamin Béraud a contacté le consul général qui a dit avoir fait ce qu'il fallait faire et il reconnaît que peut-être que certaines personnes n'ont pas été contactées. Et nous sommes en ligne avec une de ces militantes donc au Caire qui préfère parler de manière anonyme, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, ces témoignages peuvent être troublants. Est-ce que vous avez été inquiété? Est-ce que vous redoutez d'être arrêté? Alors, moi, à mon arrivée, je n'ai pas été inquiétée parce que je suis arrivée, je fais partie des arrivées tardives et les grosses vagues de refoulement et d'arrestations étaient déjà passées puisqu'en fait, ça a eu lieu, les refoulements, selon le début des arrivées, entre le 9, 10, 11 et dans la journée du 12. Et moi, je suis arrivée dans la nuit, en fait, 12 au 13 et c'était déjà très calme. Et là, est-ce que c'est calme ou pas? Est-ce que vous sentez une tension? Ah oui, il y a une tension, oui. Il y a quand même eu des personnes arrêtées dans leur hôtel hier. Il y a un des organisateurs, enfin l'organisateur en chef de la délégation canadienne, l'organisateur en chef de la délégation suisse qui ont été arrêtés. On est sans nouvelles d'eux. Donc quand même, oui, et ils étaient dans leur chambre d'hôtel au moment où les arrestations ont eu lieu. Donc il y a clairement quand même une espèce de chasse effectivement, aux sorcières, qui est en cours. François Dubuisson, vous êtes le spécialiste du droit international. Est-ce que c'est légal ce qui se passe en ce moment? Alors, le refoulement en Égypte, on peut considérer qu'il y a une atteinte à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression. Alors, il faudrait voir dans le détail, évidemment, les justifications qui sont apportées. Mais on voit que c'est à nouveau en raison de pression, probablement par l'allié américain de l'Égypte, qu'il y a une volonté de l'Égypte d'empêcher la possibilité de cette manifestation et de l'expression de la solidarité envers les Palestiniens qui font l'objet des mesures israéliennes à Gaza. Oui, Yasmina Asrargis, vous étudiez effectivement ces liens entre les pays arabes et aussi avec les États-Unis. Est-ce qu'ils essayent de bloquer ces manifestations parce que ça les met en porte-à-faux, les dirigeants, avec les États-Unis, avec Israël même?
En réalité, ce qu'on est en train de voir, c'est avant tout la peur de l'Égypte de voir se rencontrer sur leur territoire des mouvances islamistes. Donc, dans les images que vous avez montrées, on voit notamment des portraits de Haniyeh, l'ancien chef du Hamas, et également des drapeaux du Hamas, comme celui qui est actuellement à l'image. Donc, eux, ils ont extrêmement peur de voir se rencontrer à la fois quelques mouvances islamistes qui soutiennent historiquement la cause palestinienne et des pro-palestiniens de gauche du monde entier. Et donc, ils ont une position qui est celle de l'autoritarisme, à savoir nous ne voulons pas que ces gens-là se réunissent. Et les manifestations déjà sont peu autorisées en Égypte. Et puis elles ne sont pas autorisées pour les Égyptiens. Alors pour les Suédois, les Belges ou les Français, évidemment, ça ne surprendra personne de voir tout cela être très fermement encadré. Et l'Égypte a effectivement un devoir de bonne apparence vis-à-vis et d'Israël, avec qui travaille quotidiennement sur le corridor humanitaire, et les États-Unis aussi. Mais est-ce que ça ne met pas en porte-à-faux les dirigeants avec leur opinion publique qui, eux, défendent la cause palestinienne ? Ça a été la ligne de l'Égypte. Aujourd'hui, ils sont dans une démarche où ils veulent s'imposer comme une puissance capable de négocier la reconstruction de Gaza. Et à vrai dire, toute disruption de l'espace public égyptien viendrait amoindrir la force de frappe égyptienne en termes de négociation. Eux, ils veulent être perçus comme un État capable de négocier au même titre que les Américains, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc leur priorité, elle est diplomatique. Elle n'est pas de se faire, de devenir la scène locale. Des ambassadeurs de la cause palestinienne. De nouvelles manifestations, effectivement. Alors, je ne sais pas si on est toujours en ligne avec cette militante qui est au Caire et qui nous exprimait. Voilà, on va la retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce qu'il va falloir rentrer? Est-ce que vous envisagez d'autres actions? Il y a des discussions en cours, comme c'est une organisation internationale et qu'il y a des délégations de différentes nationalités. Les discussions continuent puisque ça se fait de façon démocratique. Il faut redire que là, en fait, ce sont des délégations internationales. Je suis désolée de contredire, mais il n'y a pas de mouvance islamiste ici. Ce sont des Européens et des gens du monde entier qui sont venus pour la cause palestinienne. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup on met ce C'est parce qu'il y a une autre caravane. Islamiste. Non, c'est parce qu'il y a une autre caravane qui est arrivée là de Tunisie. Mais l'autre caravane, et effectivement, elle aussi, elle est bloquée. Oui, tout à fait. Elle n'est pas du tout ici. Donc voilà. Donc les arrestations qui ont lieu ici, c'est autre chose. C'est pas du tout lié à une mouvance prétendument islamiste ou islamiste. En tout cas, je veux pas qualifier, mais ils sont loin. Ils sont pas du tout arrivés là. Ils sont bloqués au-delà des frontières égyptiennes, en Libye et refoulés même. Donc il y a des gens qui ont été refoulés d'ici, donc énormément de. Mais est-ce que vous avez dit, des Suisses. Je me permets, oui, mais est-ce qu'on vous avait dit oui, vous pouvez venir? Parce que c'est vrai que les manifestations sont presque toujours interdites en Égypte. Est-ce qu'on vous avait dit que vous pouviez venir? Est-ce que ça avait été demandé? Alors, ce que nous savions, c'est qu'une autorisation avait été demandée, qu'il n'y avait pas eu ni de oui ni de non, qu'il n'y avait pas eu d'autorisation, mais pas de refus non plus. C'est dans cet état-là que nous sommes arrivés ici. Et en fait, on nous a accordé des visas, parce qu'en fait, personne ne peut entrer sur le sol égyptien sans visa. Donc tout le monde est venu légalement avec des visas, en détenant des visas. Et on attendait l'autorisation, effectivement, l'obtention. Les organisateurs avaient dit qu'ils étaient en train de négocier avec les autorités égyptiennes. Il n'y a rien eu de fait qui puisse prétendre à des espèces de kidnapping en fait de gens qui sont dans leur chambre d'hôtel comme ça. Il y a eu, à part les 2 derniers cas que j'ai cités, il y a eu les journées de la soirée du 10, 11, pareil, des descentes dans les hôtels et où les gens ont été emmenés. Donc, comme il y avait eu des délation, enfin, des listes avaient été communiquées parce que il s'était encore rien passé. Les gens étaient juste arrivés, ils étaient dans leur chambre d'hôtel. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est avec. Merci encore une fois d'être avec nous en direct. François Dubuisson, je voulais revenir avec vous sur le Madeleine, cette flottille humanitaire, une autre action qui a été menée pour briser ce blocus. Là, ça a été arraisonné par les forces israéliennes, en dépit du droit international. Oui, tout à fait, parce que la justification d'Israël, c'est de se fonder sur le blocus maritime qui a été décrété en 2009. Or, on peut considérer avec certitude que ce blocus est totalement illégal.
d'une part, au regard du droit des conflits armés, ce blocus est totalement disproportionné puisqu'il dure depuis maintenant 16 ans et donc il y a un impact sur la population civile qui le rend en toute hypothèse disproportionné. Et puis de manière plus générale et fondamentale, c'est un blocus qui vient renforcer l'occupation illégale de l'ensemble du territoire palestinien. Or, il faut rappeler que la Cour internationale de justice, dans un avis rendu en juillet 2024, a bien précisé que tant la Cisjordanie que Gaza étaient sous occupation israélienne et que cette occupation est illicite en elle-même. Donc toutes les mesures militaires qui viennent finalement renforcer, conforter cette occupation est par là même illicite, et dès lors cette mesure d'arraisonnement qui est la mise en œuvre de ce blocus est évidemment illicite en droit international, et dès lors la détention des membres de l'équipage est illicite. On pourrait dire que le droit international est effectivement bafoué. Yasmina Asrar-Arghis, il y a eu les accords d'Abraham, c'est votre spécialité, où on a vu les pays arabes se rapprocher d'Israël. Est-ce qu'ils vont être gelés? Ce qui se passe à Gaza, mais ce qui se passe aussi en ce moment avec l'Iran, est-ce que tout ça, ça va exploser en plein vol? Alors, ce que vous avez eu depuis le 7 octobre et dans l'après-7 octobre, ça a été une continuité des relations avec l'ensemble des pays signataires des accords d'Abraham, à savoir les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan dans une moindre mesure, puis la possibilité de l'élargissement à l'Arabie saoudite qui a été empêchée. Et donc, très récemment, des documents qui appartenaient au Hamas ont été retrouvés dans les souterrains de Gaza et certifiés à la fois par les Américains et les renseignements arabes et indiquaient que le Hamas est passé à l'acte le 7 octobre précisément afin d'empêcher la signature entre l'Arabie saoudite et Israël. Depuis la guerre et étant ce qu'elle est, la situation à Gaza étant un désastre sur le plan humanitaire, on ne voit pas aujourd'hui d'élargissement à très court terme, on voit plutôt l'exploration de nouveaux pays à majorité musulmane, donc l'Albanie, la Bosnie, beaucoup de conversations avec l'Azerbaïdjan également. Maintenant qu'il y a cette offensive en Iran, peut-être que l'incapacité quelque part du régime à pouvoir désamorcer les accords d'Abraham permettra peut-être à Israël d'avancer dans ce qu'il appelle le nouveau Moyen-Orient et l'élargissement des accords. Et la question palestinienne avait été quand même mise de côté avec ces accords d'Abraham. Alors, ils ont été négociés d'une manière qui était tout à fait nouvelle, à savoir que la question palestinienne et la résolution du conflit ne faisaient pas partie du package négocié, très clairement. Ce qui avait été tenté dans la phase, en particulier sous l'ère Blinken et Biden, ça avait été l'intégration de l'autorité palestinienne à certains exercices militaires, notamment dans le cadre du Negev Forum, qui est un forum militaire pour les pays des accords d'Abraham. Maintenant, tout ça, je veux dire... est remis en question. François Dubuisson, vous travaillez vraiment pour une association, vous êtes associé à une association. Est-ce que vous pensez que le droit international peut encore faire quelque chose pour les Gazaouis? On a l'impression que ça ne fonctionne pas du tout. Alors oui, je pense qu'il faut toujours se fonder sur le droit international. C'est lui qui nous donne très largement les clé d'analyse de ce qui se passe à Gaza, de pouvoir qualifier toute une série de faits commis par l'armée israélienne. Et évidemment, on retient de plus en plus la qualification de génocide ou à tout le moins de toute une série de crimes contre l'humanité extrêmement importants. Il y a toute une série d'instances internationales judiciaires qui sont saisies, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. La Cour pénale internationale d'un côté, la Cour internationale de justice de l'autre. Donc en réalité, on a tous les mécanismes sous la main. De manière plus générale, l'avis auquel je faisais référence tout à l'heure de la Cour internationale de justice donne tous les paramètres qui permettent de résoudre le conflit, mais ce qui manque, c'est la volonté politique, en particulier celle des États proches de l'État d'Israël, qu'il s'agisse des États-Unis bien entendu, mais également d'une bonne partie des États européens. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que les positions adoptées par certains États comme la France, suite à l'attaque d'Israël contre l'Iran, est quand même très préoccupante, puisqu'on voit qu'il y a une sorte d'inversion des principes où l'État attaquant devient l'État en légitime défense. Merci infiniment, effectivement, François Dubuisson, d'avoir été avec nous dans ce grand angle. Et merci à vous, Yasmina Asrar-Arghis, pour vos éclaircissements. C'est la fin de ce grand angle. Et bien sûr, sur ce dossier, vous pouvez aller sur notre site internet et notre direct.